L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et c'est le temps du quoi de neuf du mois de juillet. Donc le mois tire à sa fin et c'est le temps de faire un petit récapitulatif des jeux auxquels j'ai joué. Donc pour des stats, étant donné que je suis un grand amateur de statistiques, j'ai joué 49 parties de 26 jeux différents. Il y en a 9 d'entre ceux-là que c'était la première fois que j'y jouais. Donc à quoi j'ai joué? Eh bien je vais commencer avec une petite soirée que j'ai eue avec mon collègue Joe de l'école du jeu puis d'autres amis aussi. On a enligné quelques petits jeux. Le premier qu'on a essayé est le jeu Black Gold. Donc Black Gold est un jeu sorti par Fantasy Flight. À l'origine, je l'avais déjà vu dans la collection à Joe, mais c'est pas le genre de jeu qui avait attiré mon attention. Je dirais que j'avais comme passé outre. Je connaissais pas grand chose de ce jeu-là, mais après qu'il l'ait déballé sur la table, qu'il l'ait placé, je trouvais que ça avait un beau look. Donc il y a, si on veut, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On est des prospecteurs de pétrole. On va essayer d'exploiter des gisements de pétrole pour pouvoir justement les revendre plus cher. Donc il y a un côté économie très intéressant. Quand j'ai vu le plateau ouvert au début, comme je disais, je m'attendais absolument à rien. Il y a des beaux petits places de forage pour pouvoir avoir de l'huile, des petits jetons d'huile qu'on va faire jaillir justement de ces gisements-là. On va devoir utiliser ces jaillissements justement de quantité d'huile pour les mettre dans des barils pour essayer de les vendre à diverses compagnies qui vont avoir une valeur différente. Donc déjà là, en voyant le plateau de jeu, en voyant un peu le pitch de vente, je trouvais déjà que ça avait l'air beaucoup plus intéressant. Donc on a commencé à jouer, je trouvais que les règles ça avait l'air bien, j'étais agréablement surpris. On a joué, sauf qu'à un moment donné, la partie, je trouvais qu'elle s'étirait un peu. Donc, on trouvait la partie longue. Puis à un moment donné, on s'est tous rendu compte, on s'est tous regardé en disant, écoute, il me semble que on fait tout le temps la même chose. Fait que tu sais, le concept du jeu est super bon. J'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé que c'était un tantinet trop long pour ce que ça voudrait être. Donc notre partie a duré 2 heures. À 90 minutes à 4 joueurs, j'aurais été très satisfait. Mais je pense que justement, ça s'était tiré un peu trop long. Puis on était quand même 4 joueurs aguerris. On a joué aussi avec Jeff Savoie puis Jean-Philippe Auclair de Board Game Québec. Donc on est des gamers, on connaît ça, mais encore là, je pense que les 4 ont eu le même feeling de dire ça durait un petit peu trop longtemps. Ensuite, on a joué à un jeu que j'ai joué également beaucoup ce mois-ci, le jeu Dragon Castle. Donc Dragon Castle, c'est quoi? En fait, c'est un jeu qui ressemble vraiment beaucoup au Mahjong. Le Mahjong, c'est un ancien jeu qu'on jouait des tuiles où on prend des tuiles. Le but, ça va être dans Dragon Castle de justement prendre ces petites tuiles-là et faire certains points. En les mettant sur son plateau, on va essayer de coller des couleurs ensemble, marquer des points, des objectifs variables. Le jeu est très très zen, donc c'est pas un jeu pas beaucoup de confrontation. Mais comme je dis, je pense que pour le côté zen, puis contrairement à Black Gold, parce qu'on l'avait joué juste avant, on a trouvé que Dragon Castle est allé beaucoup trop vite. Donc la partie s'est terminée en à peu près même pas 20 minutes. Encore là, bon, on est des joueurs d'expérience, mais quand même, j'ai trouvé le côté Mahjong, le côté tuile, très très intéressant. C'est un bon petit jeu. C'est pas compliqué du tout. Je dirais que il y a des objectifs variables. Si on veut, à chaque partie, on va pouvoir changer. Ce qui va modifier les règles, puis également des règles pour les points. Donc les points, on les marque toujours selon certaines modalités. Donc quand on va justement consolider des tuiles, on va marquer un certain nombre de points, on va mettre des petits toits dessus, on va mettre des points. Puis il y a toujours une carte de plus qui nous rajoute un objectif. J'ai trouvé ça super intéressant parce que les parties se renouvellent sans cesse, mais c'est le genre de jeu très très léger. Donc il faut filer dans ce mode-là. Mais encore là, c'est un jeu qui va bien passer avec toute la famille. C'est justement très très zen. Je pense que c'est le mot que j'utilise tout le temps, mais c'est ce mot-là pour le jeu. Ensuite, on a joué à Kingdom Builder. Ça faisait longtemps que j'avais joué à ce jeu-là. Kingdom Builder est un jeu designé par Donald X. Vaccarino qui a fait entre autres Dominion. Le jeu, j'y avais joué dans le temps, puis ça faisait à peu près presque 4 ans que j'y avais pas joué. Ma dernière partie remontait justement en août 2014. Je trouve que le jeu est intéressant parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Chaque partie est différente. Donc il va toujours avoir 4 terrains différents, 3 objectifs différents. Fait que je dirais qu'il n'y en a pas une partie qui va être pareille. Le petit hic que j'ai, parce que c'est un bon jeu, faut pas se le cacher, mais le petit hic que j'ai, c'est qu'à chaque tour, on a une carte qui désigne un type de terrain. Donc, sans expliquer les règles au complet, on va jouer cette carte-là et on va essayer de placer nos petites maisons sur des terrains qui vont être disponibles. Donc, le jeu en tant que tel, c'est de se couper certains terrains disponibles pour pouvoir aller se placer ailleurs, etc. On a une espèce de placement qu'on fait sur le plateau de jeu. Le problème avec Kingdom Builder, c'est qu'on a une seule carte.
Donc, si j'ai la carte de forêt, ben, je sais que le prochain tour, je vais absolument jouer sur la forêt. C'est certain que ça me permet de pouvoir préparer mon tour. Le jeu a été conçu comme ça. Je pense pas que je voudrais vraiment mettre une variante. J'avais pensé à un moment donné mettre une variante à piger une autre carte puis avoir un choix, avoir l'impression d'avoir un choix. Mais encore là, si le designer le fait de cette façon-là, c'est probablement pour une bonne raison. Donc, c'est un jeu que je trouve très intéressant. Ça faisait longtemps que j'y avais joué. Je suis content d'y avoir rejoué. Je pense pas que ça va être un achat, mais encore là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime beaucoup. La preuve, ils ont sorti des big box avec plein d'extensions. J'ai pas testé toutes ces extensions-là. Je pense que c'est un jeu qui mérite d'être découvert quand même. Ensuite, on a fini la soirée avec Joking Hazard. C'est quoi ça, Joking Hazard? En fait, vous verrez pas beaucoup de photos parce que c'est un peu un jeu pour adultes. En fait, c'est quoi? C'est, bon, ceux-là qui connaissent la petite série de bandes dessinées qui sont sur Internet, qui s'appelle Cyanide and Happiness. C'est des petits comics assez crus, mais assez drôles, merci. Donc, des petits bonhommes allumettes. C'est vraiment génial. Joking Hazard, c'est quoi? C'est un jeu de party. C'est vraiment un jeu de n'importe quoi. Un jeu parfait pour finir la soirée. Quand il s'en vient tard, c'est très drôle. C'est niaiseux, mais c'est drôle. Je suis pas un fan de jeux de party d'habitude, mais force est d'admettre qu'on a bien ri pendant toute la fin de soirée. Ça a bien closé justement la soirée avec Joking Hazard. Sinon, on continue. J'ai joué beaucoup à un jeu qui s'appelle Puzzle Strike. Puzzle Strike, c'est un jeu qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse parce que c'est un jeu qui date déjà de quelques années. Bon, dans le domaine ludique, un jeu sorti en 2012, c'est comme si ça faisait 3-4 époques qui était sorti. C'est un jeu qui ressemble étrangement à Dominion. Donc, c'est un backbuilder. On va avoir un deck. Bon, en fait, ça va être des petits chips, des petites rondelles qu'on va avoir, qu'on va piger dans un sac, puis on va les activer pour faire différentes habilités. Grosso modo, ça ressemble à tous les deck builders qu'on connaît, mais le jeu est mélangé avec un côté de, justement, un petit jeu de puzzle avec des gemmes. Donc, ceux-là qui jouent beaucoup à leur cellulaire, des petits jeux comme ça, il y en a énormément, des petits jeux où il faut mettre des gemmes. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir justement des petites gemmes, puis on va essayer de les casser pour pouvoir les briser puis les envoyer à l'autre joueur. Donc, le but, c'est de faire exploser l'adversaire. Comment ça marche? C'est que justement, on va jouer différentes cartes qui vont nous permettre de pouvoir combiner des gemmes puis pouvoir les crasher, qu'appelle, pour pouvoir les envoyer à l'autre joueur. Donc, on va comme attaquer l'autre joueur avec des petites gemmes. Si un joueur, à la fin de son tour, a 10 gemmes dans son plateau de jeu, à ce moment-là, il va perdre la partie. Vite de même, c'est assez difficile à expliquer, mais le jeu est vraiment bien fait. Sérieusement, je suis vraiment surpris de ce jeu-là. Je l'ai découvert sur le tard, mais là, écoute, après avoir joué quelques parties de la boîte de base, je me suis immédiatement procuré l'extension Shadows, parce que bon, c'est un jeu qui commence à être un peu difficile à trouver. Rapidement de même, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un petit jeu rapide. Les combines sont intéressantes. La façon de jouer, on peut jouer en 2 contre 2, on peut jouer. Il y a plein de modes différents. Puis j'ai vraiment trouvé ça agréable. Ça a été mon petit buzz que je ne m'attendais pas de ce mois-ci. C'est le jeu Puzzle Strike. Ensuite, on continue. J'ai eu le plaisir de continuer les scénarios de Unlock. Pour ceux qui ne le savent pas, Unlock, ça se trouve être un jeu qui simule une escape room, donc une salle d'évasion. Unlock fonctionne de la façon suivante, il y a un deck de cartes, puis on joue avec une application qui va avoir un chronomètre, justement, qui va nous suivre, puis qui va servir pour réussir à ouvrir certains mécanismes, des codes pour pouvoir avancer, des choses comme ça. J'ai fait les 2 scénarios, bon, j'en parlerai pas trop parce que bien entendu, je veux pas gâcher rien à personne, mais j'ai fait le scénario du Magicien d'Oz et le scénario du Tombstone Express, un train qui y va. J'ai trouvé les 2 scénarios très intéressants, puis je suis pas prêt à dire encore, je sais pas trop lesquels que je préfère encore. Oz a été un peu frustrant vers la fin, encore là, je veux pas trop en dire. Puis Tombstone, lui, de son côté, rajoutait des éléments nouveaux qui étaient un peu différents. Ça reste 2 belles expériences de jeu. Puis ceux-là qui ont envie d'un petit challenge mental, ben c'est parfait, ce genre de jeu-là. Sinon, j'ai joué... bon, je vais englober ça en gros. On sait très bien que les roll and write sont très à la mode, ce type de jeu-là. Bon, avec la nomination de Gone Shone Clever qui commence à arriver tranquillement en magasin sous le nom de Tréfuté. Il y en a beaucoup comme ça. Welcome to, j'ai joué énormément. C'est un excellent jeu. Mais savez-vous quoi? Je vous parlerai pas de tous ces jeux-là. Parce que le mois qui arrive, donc au courant du mois d'août, je vous concocte un super top 6 de mes roll and write favoris. Donc, au lieu d'en parler là, je vais en profiter pour justement faire une vidéo parce que je trouve que, étant donné que c'est très à la mode, j'en ai testé beaucoup au courant du dernier mois, fait que je vais tout vous en parler à ce moment-là. Donc, sinon, à quoi j'ai joué aussi, c'est vrai, Joe est venu chez nous et j'ai pu enfin essayer Heaven and Hell, le bien et le Malte, un jeu encore là qui a eu beaucoup de buzz avec sa nomination au Spiel. Le jeu est une espèce de puzzle. J'ai trouvé le jeu
Le jeu est très simple en tant que tel, mais c'est les décisions qu'on va prendre tout au courant de la partie qui sont déchirantes, puis ça fait en sorte qu'on essaie vraiment d'optimiser ça. J'ai trouvé ça très agréable, mais par exemple, je sais pas si ça va être un achat pour moi. Bon, encore là, des fois, je saute du coq à l'âne, des fois, j'aime pas trop un jeu, puis j'y repense après, puis je finis par me l'acheter, mais j'ai trouvé ça très bon. Je suis prêt à y rejouer, mais je suis pas certain que ça va être un achat dans ma collection. Sinon, j'ai joué à Rajas of the Ganges. Ça, c'est un autre jeu que je trouvais ça drôle parce que quand j'ai joué avec Joe la première fois, j'ai fait « Mais, je suis pas trop ça, c'est bon, je suis content d'y avoir joué. Il me semble que j'étais une couple de mois en retard, mais c'est correct. » Et finalement, j'ai décidé de me le procurer, puis je suis bien content. J'ai joué 2 parties supplémentaires. Le jeu est pas trop lourd. Le jeu est un euro très intéressant. Encore là, il faut faire attention. Le plateau de jeu semble tellement occupé au début, puis on regarde le plateau, on est là, ah non, j'ai vraiment pas envie de jouer à ce jeu-là, ça a l'air trop compliqué. Le jeu est vraiment d'un euro médium, pas trop lourd quand même, puis dans cette catégorie-là, c'est assez rare. Donc Rajas, j'ai bien apprécié, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs. Là, ce mois-ci, j'ai joué justement à 2 joueurs, une partie à 2 joueurs, puis une partie à 4. J'ai trouvé ça super, puis je suis bien content de l'avoir dans ma collection. On va continuer avec le jeu Thunderstone Quest. Thunderstone Quest est une immense boîte. J'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer beaucoup. C'est un jeu, bon, justement, Quest, c'est pas vraiment un legacy. On peut faire une campagne si on veut, mais ultimement, on peut faire chaque scénario individuellement, puis les parties, on recommence toujours à zéro. Je dirais que présentement, il y a un Kickstarter qui va rajouter une nouvelle quête, mais aussi qui va rajouter un mode solo et coopératif. Quand j'ai fait l'acquisition sur Kickstarter de Thunderstone Quest, c'était vraiment en prévision qu'il y ait ce mode-là, parce qu'il en avait parlé, il était juste pas prêt encore. J'ai beaucoup hâte de voir le mode solo et le mode coopératif, parce que même là, dans Thunderstone Quest, on affronte un adversaire, mais on fait chacun des choses de notre côté, puis à la fin, c'est juste celui-là qui va avoir le plus de points. Le jeu est très intéressant, il mélange un côté dungeon crawler, puis d'un côté deck builder, super le fun. Le design graphique est vraiment magnifique. Ça va chercher les gens qui connaissaient Thunderstone Advance, 2 jeux, mais Quest n'est pas compatible du tout, c'est vraiment un jeu à part entière. C'est une grosse boîte. J'ai vraiment hâte de l'exploiter un peu plus parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais à chaque fois que je joue, je me dis qu'il faudrait que je continue, que j'enligne ça. Ensuite, j'ai joué à Aeon's End. C'est pas un secret pour personne. Aeon's End est un jeu que j'adore. Le jeu fait partie de mon top 10. C'est également un des rares jeux qui fait l'unanimité avec l'école du jeu. Vince, il l'avait pas encore essayé, puis il est venu chez moi, puis on a pu jouer. J'ai pu lui montrer finalement Aeon's End. Lui aussi a aimé ça, puis ça lui procurait pas longtemps après. Fait que je pense que c'est un jeu que tout le monde apprécie dans notre petit groupe. Le deck builder est vraiment le fun. Il y a plein de côtés intéressants, mais je vous en parlerai pas trop. Vous pouvez voir sur la chaîne. J'ai tourné une critique express de Aeon's End il y a pas si longtemps que ça. Donc allez voir justement mon nouveau concept des critiques express aussi. Sinon, j'ai joué à 51st State, le Master Set. Encore là, si vous cherchez un peu sur la chaîne, dans mes premières vidéos, je pense que j'ai fait justement une critique du jeu. Personnellement, après ça, je vous l'avais revendu parce que je préfère Imperial Settlers, surtout à cause de la symétrie des peuples. Donc, chaque peuple se joue de manière différente. J'avais déjà expliqué là, les différences en long et en large. Je me suis reprocuré 51st State, que voulez-vous, le côté post-apocalyptique, et vraiment, le thème est fort. Cependant, en rejouant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la double conversion de ressources fait mal. On convertit toujours les ressources en 2 choses. Donc, on va convertir justement... Imperial Settlers le fait de manière plus naturelle, je trouve. C'est sûr que le thème de 51st State est meilleur, puis dans ce dernier, ce qu'on fait, c'est une course au point. Donc, contrairement à avoir 5 tours fixes, à ce moment-là, c'est le premier joueur qui arrive à 25 points, va appeler la fin de la partie, puis on va comptabiliser les points. Fait que je dirais qu'ils méritent quand même leur place dans ma collection, mais j'ai un petit faible pour Imperial Settlers. Sinon, on continue la liste. J'ai joué à Clans of Caledonia 3 fois ce mois-ci. Je suis très heureux. Clans est vraiment génial. Mon collègue Joe de l'école du jeu a fait déjà une critique. Je risque de peut-être faire une critique express de jeu-là parce que je l'ai joué, j'adore ce jeu-là, c'est vraiment complet. Il y a un côté économie vraiment amusant qui me plaît vraiment beaucoup. Le côté, bon, gestion de territoire, se placer avec les autres joueurs aussi, mais le fait d'acheter certaines ressources, de les convertir, de les revendre, le côté marché me plaît vraiment énormément. Clans of Caledonia, c'est un super jeu. C'est un jeu qui monte dans mon palmarès. Quand je regardais mes notes, des choses comme ça, le jeu, je serais pas surpris qu'il fasse mon top 20 ou peut-être même mon top 10 éventuellement. Clans est un jeu qui gagne à être joué et rejoué. Puis comme je dis, en ayant joué 3 parties ce mois-ci, je suis très content. Sinon, j'ai aussi
Chaos in the Old World. C'est quoi ce jeu-là? Bien, encore là, je vous en parlerai pas trop parce que je vous amène une critique express très bientôt sur la chaîne. Donc, Chaos in the Old World est un jeu designé par Eric Lang qui date déjà plusieurs années. Donc, le jeu a plus que 10 ans. C'est pas nécessairement un mauvais jeu et c'est le grand-papa, si on veut, de Blood Rage ou de Rising Sun. Donc un jeu de contrôle de territoire, mais avec des traits très euros quand même dessus. Encore là, je vous en parle pas trop. Restez à l'affût à la chaîne, c'est certain que je vous fais ça ce mois-ci, une belle critique express de Chaos in the Old World. Et en gros, ça fait le tour des jeux que je voulais vous parler. Encore là, je vous parle pas de tous mes jeux parce que sinon, à un moment donné, ça serait interminable, mais c'est ceux-là qui me sont venus en tête et qui sont démarqués un peu. Ce mois-ci, sur la chaîne, qu'est-ce que je vous invite à voir? Donc, c'est certain que, comme je vous ai dit, je vais avoir mon top 6 de Roll and Write qui devrait arriver. Je vais également faire une critique complète du jeu Welcome To, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Encore là, hein, spoiler alert, c'est un jeu que j'aime. Et je vais vous présenter également ma critique express du jeu Chaos in the Old World, parce que j'ai vraiment envie de vous en parler et de vous faire découvrir ce jeu-là, qui est un jeu que j'avais dans ma collection, que j'ai toujours gardé. Ça devait faire 2 ou 3 ans que j'y avais pas joué. J'avais vraiment hâte. C'est le genre de jeu qui est difficile à sortir, mais j'ai pu y jouer 2 fois et laissez-moi vous dire que je suis très heureux de cela. Donc, ça fait le tour de mon Quoi Neuf du mois de juillet. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur Passion Board Games. Hey, aussi, là, si jamais vous êtes sur Instagram, l'école du jeu, on a un Instagram maintenant. On essaie de devenir un peu plus actif, de mettre des photos. Donc, on a décidé de s'unir, les gars de l'école du jeu, pour placer nos photos tout le temps sur la même bannière. Sinon, vous pouvez chercher aussi le hashtag l'école du jeu ou encore le hashtag Passion Board Games. On va essayer de voir un peu s'il y a des gens qui sont actifs sur Instagram. Donc, ça fait le tour. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.